Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une théorie, disons, assez déroutante. Une théorie qui suggère que les véritables enjeux géopolitiques en Iran n'ont rien à voir avec le pétrole ou le nucléaire. Non, on parlerait de quelque chose de bien plus ancien et de beaucoup plus puissant. C'est la question qui est au cœur de toute cette affaire. Et si tout ce qu'on voit aux infos, toutes ces tensions n'étaient en fait qu'une façade, une sorte de diversion pour cacher un conflit d'une toute autre nature qui se jouerait dans l'ombre. C'est le point de départ qui nous invite à regarder au-delà des apparences. Alors, allons-y. On va commencer par la base, par le concept qui est vraiment la clé de voûte de toute cette théorie. Ce concept, c'est l'exopolitique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que pour comprendre la politique mondiale, il ne faut pas seulement regarder les humains, mais aussi prendre en compte d'éventuelles interactions, cachées bien sûr, avec des intelligences non humaines, et surtout l'impact de leur technologie sur nos propres décisions. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur. C'est la théorie défendue par des gens comme Michael Salla. Selon lui, le Moyen-Orient, et tout particulièrement l'Iran, abriterait des portes des étoiles, des Stargate, oui, laissées là par une ancienne civilisation, les Anunnaki. Vous imaginez? Ça change complètement la donne. L'enjeu, ce ne serait plus l'or noir, mais carrément le contrôle d'une technologie de voyage interstellaire. Ok, mais alors, pourquoi l'Iran? Pourquoi cet endroit en particulier? Eh bien, d'après cette théorie, tout se jouerait en dessous, caché dans les fameux monts Zagros. Et attention, on ne parle pas de poteries anciennes ou de quelques ruines. La liste de ce qui serait caché là-bas est assez folle. On parle de portails fonctionnels, de chambres de résurrection, d'armes à plasma, de technologies de vol type Vimanas et même des créateurs de tout ça, les Anunnaki, qui seraient en sommeil technologique. C'est un véritable arsenal. Celui qui met la main dessus obtient une supériorité militaire et technologique totale. Alors ça peut paraître complètement fou, mais les partisans de cette théorie s'appuient sur des faits documentés. Le plus célèbre, c'est l'incident de Téhéran en 1976. 2 chasseurs F-4 iraniens tentent d'intercepter un ovni, et à chaque fois leur système d'armes et de communication tombe en panne. Le plus dingue, c'est que le rapport de la DIA, le renseignement militaire américain, conclut que l'objet a démontré une intelligence supérieure et la capacité de neutraliser nos technologies les plus avancées. On parle bien d'un rapport officiel là. Et cet intérêt pour nos capacités militaires, ce n'est pas un cas isolé en Iran. En fait, ça semble faire partie d'un phénomène beaucoup plus large, mondial même, avec une cible de prédilection très claire, nos armes nucléaires. Il y a des témoignages comme celui de Robert Salas, un ancien officier de l'US Air Force, qui sont juste ahurissants. Il raconte comment des ovnis ont survolé sa base et désactivé une 10e de missiles nucléaires, comme ça, à distance. Le message semble limpide. Votre jouet le plus puissant, on peut l'éteindre quand on veut. C'est une démonstration de force assez incroyable. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, les statistiques sur les rencontres entre vainiers et avions, on voit un schéma intéressant. La plupart du temps, avec les avions civils ou même militaires, il ne se passe rien. C'est neutre. Mais dans un tout petit pourcentage de cas, environ 2%, ça devient conflictuel. Et devinez quoi? Ces cas concernent quasi exclusivement des avions militaires. C'est comme si l'intérêt était très ciblé sur nos capacités de défense. Du coup, la grande question, c'est quel est le message? Est-ce qu'ils essayent de nous protéger de nous-mêmes, une sorte d'avertissement pour ne pas qu'on fasse tout sauter? Ou est-ce que c'est une menace, une façon de nous dire « attention, c'est nous les patrons ». Les deux interprétations sont sur la table. Ok, mais si tout ça est ne serait-ce qu'en partie vrai, la question évidente c'est pourquoi on n'en entend jamais parler au journal de 20h? Ça nous amène directement à la question du secret et de la fameuse divulgation. Une des théories, c'est qu'on est en plein dedans. On assisterait à ce qu'on appelle une divulgation douce ou soft disclosure. L'idée, c'est de distiller l'information petit à petit, à travers des rapports déclassifiés, des interviews de pilotes, des auditions au Congrès, pour que le public s'habitue à l'idée sans paniquer. Une sorte de préparation psychologique à grande échelle. Sauf qu'il y a un mais, un gros mais, qui vient d'un ancien patron de la DGSE, le renseignement extérieur français. Pour lui, ce qui ressemble à une divulgation progressive pourrait être tout l'inverse, une gigantesque manipulation. Une opération pour nous faire avaler une histoire bien précise, une narration contrôlée de A à Z par les services secrets. Et que l'intérêt pour ces technologies anciennes est bien réel au plus haut niveau, on en a des preuves assez troublantes. Prenez les fameux emails de John Podesta, un très haut conseiller de la Maison-Blanche, qui ont fuité via Wikileaks. On y trouve des échanges avec des astronautes sur l'énergie du point zéro, sur une guerre spatiale imminente et même sur la recherche du tombeau du roi Gilgamesh et de sa chambre de résurrection en Irak. Et le plus fou, c'est que ces discussions ont lieu juste avant l'invasion de l'Irak en 2003. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'archéologie de guerre. Bon, comment on assemble tout ça? On a des mythes sumériens, des tensions modernes au Moyen-Orient, des technologies qui défient la physique et des secrets d'État. C'est ça, le point central. Tout converge vers un seul endroit, l'Iran. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, la question n'est plus vraiment « sommes-nous seuls dans l'univers ?» La vraie question devient « qui sur Terre contrôle ce secret ?»
Parce que ce que l'on prend pour une simple dispute de territoire pourrait être en fait une guerre de l'ombre pour le contrôle de cet héritage technologique. Et on peut finir avec une dernière question, peut-être la plus importante. Pendant que les grandes puissances se battent pour des pipelines et des frontières, qui est en train de se battre, dans l'ombre, pour le contrôle de la réalité elle-même? L'enjeu dépasserait alors largement la simple géopolitique, il s'agirait de définir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est une pensée assez vertigineuse, on doit bien l'avouer.